Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachi. Aujourd'hui, on va parler d'amitié, d'actrices de sitcom dont on voit la chatte et d'Emmanuel Macron en transe lourde. Krishnamurti nous disait « Il y a parmi les concepts fallacieux celui qui prétend que l'homme est libre. Voyez-vous, nous disons que nous choisissons et de ce fait, nous sommes libres. C'est une absurdité que nous avons inventée car fondamentalement, nous ne sommes pas libres du tout. Nous sommes conditionnés et il faut une compréhension énorme de ce conditionnement pour être libre. » Tous les jours, nous obéissons sous notre seuil de conscience à ce que l'on appelle des dictates culturels. En effet, nous avons été sélectionnés darwiniennement parlant, vous le savez, pour favoriser le fait de nous imiter, de nous copier les uns les autres. C'est rien, faisez tous comme moi. Les premières sociétés humaines étaient essentiellement ce qu'on pourrait appeler des réseaux de soutien mutuel, qui avaient de sens que pour survivre par rapport à une nature perçue comme hostile, et dans lesquels l'individu n'avait pas réellement de place en tant qu'individualité, mais uniquement en tant que membre d'une communauté. Bienvenue dans la famille. À partir de maintenant, tu ne sais pas où tu finis et où on commence. Tes problèmes sont nos problèmes. J'ai le cou qui me gratte. Alors on a tous le cou qui nous gratte. Ces groupes se fédèrent autour de mythes, on en avait parlé dans la vidéo Mythologie et Civilisation, ces récits collectifs, ces mythes permettent de donner un sens au groupe et de permettre aux différents acteurs de se réunifier autour de ce sens et de cette direction. Avec cependant un effet pervers qui est que souvent ces mythes et ces pulsions grégaires, c'est tout ça, c'est des pulsions grégaires dont je vous parle à longueur de vidéo, ces pulsions grégaires prennent souvent le pas sur le fait de voir le monde tel qu'il est, entre guillemets, ou en tout cas le fait de résoudre des problèmes. Et ainsi, il y a énormément d'effets de psychologie sociale qui ont été démontrés et qui montrent à quel point les gens préfèrent être ensemble, quitte à se voiler la face, plutôt que de regarder le réel dans sa dureté. On est un petit peu programmé comme ça, pour être ensemble quoi qu'il arrive. Vous avez un papier intéressant qui a été fait en 2014 par Epley et Schroeder, et qui démontrait comment avoir de courtes interactions sociales, simplement des petites attentions, des petits comment vas-tu, des petits hey, comme c'est un peu comme dans le village des Schtroumpfs, vous savez, bonjour monsieur le commissaire, bonjour monsieur le boulanger, comment en fait ça nous rendait profondément plus heureux et ça améliorait fondamentalement notre morale et notre estime de nous-mêmes. En fait, ils ont mis en évidence une forme de biais cognitif qui consiste à sous-estimer le besoin qu'ont les gens d'interaction sociale ou à l'inverse à surestimer l'envie qu'ont les autres de rester seuls sans interaction sociale. Le propos dans ce genre de configuration n'est donc absolument pas la connaissance, mais simplement la grégarité. Il faut qu'on reste ensemble face à l'anxiogène. On est en fait là dans une forme de réponse limbique face à la complexité du réel. Ainsi, pour satisfaire justement leurs besoins de grégarité, les différents membres du groupe vont poser des actes dont ils ont complètement oublié le sens original. Cette amnésie comme ça va contribuer à maintenir la cohésion du groupe. Prenez par exemple les anniversaires. Je veux dire, aujourd'hui on fête des anniversaires, aujourd'hui il y a des gens qui sont presque tristes comme ça d'avoir un an de plus parce qu'ils se sentent vieillir. Mais vieillir pour certains, c'est tout le contraire, ils ne fêtent jamais leur anniversaire, mais vieillir pour certains, c'est un vrai calvaire, ils ne font que se plaindre, trouvant tous les prétextes. Alors qu'autrefois, l'anniversaire, c'était justement l'occasion pour les membres de la communauté de se réunir et de fêter le fait qu'un des membres de la communauté avait réussi à tenir face à cette chienne de vie pendant un an de plus. Et surtout, qui se souvient que le rituel du gâteau d'anniversaire, qui est récupéré aujourd'hui dans notre culture, jusque même au Japon, ils commencent à faire des gâteaux d'anniversaire avec des bougies, etc., alors que c'est pas dans leur culture, mais c'est festif, qui se souvient que ce rituel provient justement des temples d'Artémis de la Grèce antique, dans lequel on offrait à Artémis des pâtisseries avec des petites bougies dessus. La logique de groupe comme ça donc entraîne l'établissement de normes, de modes qui vont se faire et se défaire de façon plus ou moins éphémère, et sans que les différents acteurs en fait ne comprennent réellement pourquoi ils font ce qu'ils font dans cette cécité des causes et des origines, des comportements et des mèmes. Par exemple, vous avez sur internet, vous avez vu comme ça, et c'est encore le cas plus ou moins, la mode du duck face, vous savez, ces jeunes filles qui font comme ça sur les photos, et où toutes elles se sont mis à faire ça sur internet, alors que chacune n'avait pas réellement de compréhension de pourquoi est-ce qu'elle faisait ça. C'était un phénomène d'imitation généralisée, et ce, même si le duck face n'était pas forcément du goût de tout le monde.
It's the motherfucking Eagle Double G. En plus, c'est complètement con, parce que quand on y réfléchit, ça n'a pas de lèvres, un canard. Bon. Vous avez Buckert, qui est un anthropologue que j'aime bien comme ça, qui nous apprend que, en fait, la première association entre êtres humains, c'est la chasse. C'est différents individus qui se groupent pour essayer d'attraper ensemble un gros gibier. Et qui raconte que cette association primitive primordiale autour de la chasse, dans la chasse, il y a toujours une certaine forme de sacrifice. On va mettre à mort justement l'objet, la proie du processus de chasse, et que cette mise à mort va contribuer à solidifier la structure sociale par la remise en scène symbolique du sacrifice qui a permis de fonder la communauté, comme je vous l'expliquais dans la vidéo 32, et comme le dit les thèses de René Girard pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Voilà, si vous découvrez mon travail, je vous invite vraiment à aller vite regarder la vidéo 32 qu'il faut probablement voir avant toutes les autres. Ça nous a sauvé cette grégarité, le fait de travailler ensemble pour survivre, sans quoi on serait pas ici aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y a des espèces de reliquats limbiques de stratégies comme ça qui ont été quasiment imprimés dans notre système nerveux par la sélection darwinienne, et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ces reliquats limbiques ils nous freinent dans le travail que je vous propose ici sur Hypnomachie. Mais bon, on va laisser Fabrice nous l'expliquer un petit peu mieux que moi. Mais là, notre condition métaphysique, elle est d'être seul. Enfin, je veux pas employer des grands mots, hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose de se retrouver ensemble? Faut se retrouver avec soi, vous pensez pas? Peut-être, oui. Moi, je pense qu'il faut mieux se retrouver avec soi, parce que vous ne pouvez témoigner de choses passionnantes que si vous êtes rentré dans votre chaos. Après, vous pouvez témoigner de quelque chose. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, à mon avis, l'hyper-individualisme de nos sociétés modernes, en fait, relève d'une forme de mécanisme compensatoire, d'un manque d'individualité initiale, le fameux vide de soi dont je vous parle dans les vidéos d'Hypnomachie. Et ce vide de soi provient justement d'un sacrifice initial de la socioculture, et en fait la plupart d'entre nous avons été littéralement sacrifiés, et on n'a pas pu développer suffisamment une individualité saine, et donc cela entraîne malheureusement antitélie sur antitélie, dont l'hyper-individualité de la société moderne. Malheureusement, la plupart des gens, vous, moi, avons été élevés dans une certaine forme de violence. Une violence qui se base justement sur des habitudes cognitives de la socioculture de fonctionner sur un mode de conflit mimétique. C'est ainsi qu'on a grandi comme on pouvait, notre système nerveux a essayé de trouver la sortie, un petit peu comme ces plantes comme ça, oui, qui arrivent à fleurir dans le désert, dans des situations plus ou moins arides. Et voilà, et la plupart d'entre nous avons été tôt ou tard, dans des proportions variables certes, mais tôt ou tard confrontés à des parents ou à un cadre éducatif, institutionnel, dont la pédagogie et le sens de l'altérité pourraient être qualifiés, disons, de mélanchonesques. Mais qu'on me dise oui ou qu'on me dise non, si demain je gouverne ce pays, de toute façon j'appliquerai mon programme. Plan A, on discute, vous voulez pas, plan B, on le fait quand même. Et le problème, c'est que, comme disait Platon, les enfants seront marqués toute leur vie par ce que les adultes racontent ou leur ont raconté. Là, c'est moi qui rajoute. Alors c'est valable pour les croyances, évidemment, mais aussi pour les différents filtres avec lesquels on va voir la vie, et même pour les coutumes. La tawa, la danse de la joie. Et comme les croyances, les coutumes, les filtres pour voir le monde, ce sont en fait certaines formes d'heuristiques, et comme le propre d'un heuristique, c'est de faire fi du contexte pour faciliter l'action, et ça va entraîner à terme une certaine forme d'inadaptation au monde. C'est intéressant quand même. C'est ça que les psys appellent des névroses, en fait. Et c'est complexe de sortir d'une névrose, parce qu'il faut bien comprendre que pour sortir d'une névrose, ça nous demande d'utiliser à minima notre néocortex, nos lobes frontaux, etc., et toutes les zones qui nous permettent justement d'inhiber un petit peu le limbisme, et que nos lobes frontaux, à l'échelle de l'humanité, c'est encore une structure émergente. Tiens, regardez là c'est intéressant. Là, on voit Macron, par exemple, qui est totalement en transe au dîner du CRIF. Là, vous pouvez voir que son interlocuteur le touche beaucoup plus longuement que lui-même ne le touche. C'est un item de domination. Ce sont les dominants qui touchent plus longuement les dominés. Il lève ensuite la main de son poulain, le désignant comme le meilleur, c'est-à-dire en sous-texte que c'est lui qui fixe le cadre.
Et comme vous le savez, celui qui contrôle le cadre contrôle l'interaction. Alors là, regardez, on a quelque chose d'extrêmement passionnant. Alors ça dure une fraction de seconde, mais pendant une fraction de seconde, vous allez voir littéralement l'enfant intérieur de Macron lâcher comme ça, genre dans une forme de soulagement. Hein. C'est vraiment, ça dure vraiment une demi-seconde. J'appelle ça le syndrome du tennisman. Vous savez, ces tennismen comme ça qui s'entraînent pendant des années. Après, il y a des mois où on est focus sur l'objectif, la préparation physique, les privations, le stress de la compétition. Et au moment où ils tapent la dernière balle et où paf, ils ont le point, il y a le... Oh, vous savez, c'est toute la pression qui redescend à ce moment-là. C'est une forme subtile, là, dans cette image, de ce qu'on appelle une transe de régression en âge. À ce moment précis, Emmanuel Macron n'est plus un homme de 40 ans, c'est un petit enfant qui... Oh. Si jamais vous regardez un petit peu le psychisme d'Emmanuel Macron à l'aune de la psychologie, à l'aune de certains enseignements traditionnels, etc., vous arrivez à lire comme ça, entre les lignes, qu'en fait sa névrose fondamentale a été basée sur un conflit mimétique entre qui a de la valeur et qui n'en a pas. Et qu'il a probablement été privé de valeur étant gamin, et qui est dans une espèce de mécanisme de compensation pour montrer que lui a de la valeur, etc. Parce que c'est notre projet! Et c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, de façon récurrente, dans les différentes saillies qu'il peut avoir dans les médias ou face caméra. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Alors à ce moment-là, il part en transe complète, hein. Là vous pouvez voir, on a des hochements de tête idéomoteurs, on a l'absence de clignement d'yeux, etc., etc. Enfin bref, on a un certain nombre de signes cliniques qui montrent que là, à ce moment précis, il part en transe complète. Voilà. J'ai trouvé cet extrait extrêmement intéressant parce que, de fait, de par sa stature, sa fonction présidentielle, Emmanuel Macron joue le rôle de chaman culturel pour des millions de gens. Et je trouvais ça intéressant de démystifier un petit peu cette notion de chaman culturel dans cette vidéo, et notamment de commencer par vous montrer que derrière n'importe quel chaman, il y a un autre chaman. Et malheureusement, son ambition l'a dévoré, et très rapidement le mal l'a emporté sur le bien. Cet homme est plus à plaindre qu'à condamner. Ce qui est peu compris dans la configuration du chaman, c'est que dans une socioculture, le chaman, c'est celui qui a le plus de pouvoir, c'est celui qui est à la source de tous les inputs hypnotiques du groupe de la socioculture. Et en même temps, paradoxalement, en même temps, il est littéralement sacrifié pour occulter l'angoisse ressentie par tous les membres de la communauté, sur l'autel comme ça de la sécurité des membres de la communauté. Ainsi, appartenir au groupe, c'est aimer le chaman. Et aimer le chaman, c'est être nécessairement dans une forme de transe transférentielle. Il n'y a aucune distinction entre le transfert et l'amour. À partir de là, commence la question. Comment, en effet, une situation d'artifice peut-elle déterminer un ordre de sentiments qui paraît un ordre aussi élevé dans l'ordre naturel que l'amour, je dois ajouter, car le transfert n'a pas que cette forme, il a aussi celui de la haine. Mais si l'analyse a démontré quelque chose, c'est le profond étroit accolement de l'amour et de la haine. Ainsi, certains, dont je suis bien volontiers, proposent de qualifier la socioculture d'hallucination hypnotique contrôlée, par opposition à une espèce d'hallucination aléatoire, random, sans but ni orientation. En fait, tu es désorienté. Pas désorienté, toi? Il me donne envie de vomir. C'est Castellani comme ça qui disait que suivre la culture, c'est être libre mais dans un cadre, hein, et que en fait on appelait liberté la diversion de l'esprit par la culture. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une société? D'un certain point de vue, en fait, c'est l'ensemble des suggestions hypnotiques, des représentations et des procédés qui vont permettre d'assurer la domination des dominants. D'ailleurs, on appelle société aussi une entreprise, hein, je veux dire, dans laquelle on va retrouver comme ça des procédés hypnotiques, chamaniques, classiques d'influence. En fait, on retrouve aujourd'hui dans notre socioculture moderne occidentale une forme de double contrainte. Voilà. Dans les sociétés modernes, vous retrouvez la double bind, la double contrainte qui dit « inhibe-toi pour l'autre », dans le sens de « on est civilisé, quoi, lui saute pas à la gorge dès qu'il te dit un truc qui ne va pas », « inhibe-toi pour l'autre, mais aime-le ». Oh, je ne vais pas vous paraître très original en vous disant que la culture et l'amour vont très bien ensemble.
Je parle ici que des sociétés modernes, hein, occidentales, dans le sens où, bon, en France, le respect de l'individualité, ça émerge péniblement à l'époque de la Révolution française et des sans-culottes. Illusion, elle est feu et passion. Si tu as moins de 30 ans, tu n'as pas dû comprendre cette blague. Bref. Donc cette double contrainte, inhibe-toi mais aime ton prochain, a des effets extrêmement orwelliens sur le psychisme. Les individus qui ne se soumettent pas à cette double contrainte hypnotique font en fait de parfaits boucs émissaires. Pendant ce temps-là, en même temps qu'on les exclut ou qu'on les pointe du doigt, pendant ce temps-là, au sein de la société, le sociétal et le carcéral se mélangent conformément comme ça à une espèce d'immense plan d'ingénierie sociale où l'on retrouve au passage la distinction que j'avais introduite dans la vidéo sur le féminisme entre le relatif et l'indifférencié. Des criminels condamnés, comme ça, peuvent côtoyer des citoyens parfaitement innocents tant qu'ils portent leur bracelet électronique. Les prisonniers, on va ouvrir les portes des prisons comme ça le jour de l'élection pour qu'ils puissent aller voter. D'ailleurs, au passage, il y en a un là récemment qui s'est fait la malle. On s'est pas dit, ah bah oui, si on ouvre la porte comme ça pour qu'il puisse aller voter, il va pas revenir. Ils l'ont même pas accompagné avec des gardiens. C'était vraiment, bon bah tu vas voter puis tu reviens dans 1 heure, etc. Bah pas de problème, bon. Donc... On gomme comme ça avec la modernité les frontières entre le coupable et le non coupable. Alors évidemment, la narration qui consiste à considérer qu'il y a une espèce d'immense ingénierie sociale comme ça, progressiste, qui menace l'ordre établi, est une narration totalement conservatrice. Hein. Tout comme le fait de dire, voilà, il y a les coupables, il y a les non coupables, etc. On pointe du doigt. On est sur la dichotomie classique des conservateurs, qui est la dichotomie barbarie-civilisation, hein, évidemment. Donc c'est une narration qui est intéressante d'un certain point de vue, qui a ses faiblesses d'un autre, bon, que je vous partage tout de même, parce que, effectivement, je trouvais ça intéressant de voir comment les conservateurs sont très très bons pour débunker les narrations progressistes, et comment ils perdent d'un seul coup toutes leurs compétences quand il s'agit de regarder leur propre narration, et donc comment il y a une énorme tâche aveugle. Néanmoins, je vous le partage parce que je trouvais ça intéressant de mentionner cette hypothèse d'ingénierie sociale, parce que qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale d'un certain point de vue, si ce n'est en fait la tentative de rationaliser comme ça les procédés hypnotiques ancestraux inconscients qui sont simplement à l'origine de toutes nos sociocultures et de toutes nos civilisations depuis la nuit des temps. Alors ça ne date pas d'hier, hein. Déjà dans la Grèce antique, hein, à l'époque à Corinthe, les tyrans de l'époque taxaient déjà les riches comme ça et redistribuaient aux plus pauvres pour s'assurer d'avoir le soutien et la sympathie des pauvres en cas de crise et de conflit armé, hein, c'est petit malin. En gros, à l'instar des oies de Konrad Lorenz, comme ça, qui le suivaient un petit peu partout, et qui prennent la première créature vivante qu'ils voient quand ils sortent de l'œuf pour leurs parents, ils cassent l'œuf comme ça, ils font « Ah, maman !» comme ça, et ils le suivent partout. Nous sommes en quelque sorte préparés cognitivement, comme ça, à obéir, à être de bons réceptacles hypnotiques aux chamans culturels et à leurs injonctions hypnotiques. C'est ce qu'on appelle une empreinte en éthologie. À la nuance près, pour les puristes, que l'empreinte comme ça n'existe pas chez l'être humain comme chez les oiseaux, puisque chez les oiseaux, ça fait appel à une structure du cerveau qui s'appelle l'hyperstriatum ventromédian, que les oiseaux ont et que les êtres humains n'ont pas. Néanmoins, d'un point de vue métaphorique, on a tout de même une espèce comme ça de prédisposition à être des espèces de gouffres à hypnose comme ça, avec la bouche ouverte et qui dit en gros « Papa, maman, s'il te plaît, hypnotise-moi ». Non, c'est surtout du marketing. Oui, beaucoup de storytelling. Et donc là, c'est parfait, c'est sûr. Bah oui. Un chaman culturel, c'est donc un individu dans une forme subtile de sacrifice et qui va servir de repère à ses congénères dans le cadre d'une communauté. On pourrait être tenté de se méfier d'une certaine forme d'hubris du chaman. En effet, cette posture de quasi-toute-puissance sur tous les membres de la communauté peut rendre méfiant, hein. C'est ce qui fait que certaines personnes vont regarder différents chamans, vous savez, quand on dit « Ah, machin, c'est un gourou, etc. » C'est une crainte qui peut être justifiée, parce qu'il y a vraiment quelque chose de pertinent dans l'hubris du chaman. D'autant que cette espèce de toute-puissance sur les membres de la communauté se fait généralement au prix d'un coût extrêmement élevé, puisque le chaman, d'un certain point de vue, se perd lui-même. Pour diffuser donc les angoisses des membres de la communauté via la production d'hypnose et de mythes, le chaman est obligé comme ça de déclencher des transferts massifs chez ses contemporains, qui seront ensuite amplifiés par des rituels, des livres, des statues, des monuments, etc. Oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des statues à Nice. Oui, des statues du maréchal Masséna, de la reine Victoria, du général de Gaulle, du général Garibaldi. Allez, ta gueule, mais il y a moyen d'avoir une statue de moi aussi à Nice? Bah non. Non, parce que les statues, c'est pour les personnalités historiques importantes. Oui, voilà, c'est pour ça.
Ces figures tutélaires permettent aux individus de se reconnaître donc comme membres du même groupe social, ça vous l'avez compris, et comme ayant les mêmes pères fondateurs. Et si on fait partie du même groupe social et qu'on a les mêmes pères fondateurs, ça fait de nous des frères. Vous êtes des frères? Des frères? Ah ben maudit. Et faire de nous des frères, et ben ça diffuse l'angoisse. L'autre n'est plus perçu comme quelqu'un de menaçant qui peut nous attaquer, nous égorger, nous prendre nos ressources, mais au contraire comme quelqu'un avec qui on va pouvoir échanger, construire des choses, etc. Et ben ça, c'est extrêmement recherché par un cerveau limbique qui est comme ça par rapport à un monde anxiogène. C'est extrêmement pratique, les chamans culturels, parce que ça renforce d'une manière générale la puissance du discours qui est tenu quand on les cite. Si en Occident, citer des gens comme Al-Arabi, Ad-Darkawi ou Shuvan Han ont relativement peu de poids dans le discours, parce qu'ils proviennent d'une culture qui n'est pas la nôtre, et donc du coup, ça ne réveille pas tout un imaginaire hypnotique très puissant, alors que ce sont de grands chamans dans leur culture, hein, respectivement au Moyen-Orient et au Vietnam. Mais vous avez d'autres chamans dans notre culture latine, qui provient des Grecs, des Romains, etc., qui vont tout de suite vous faire gagner énormément en crédibilité. Hein. Je veux dire, si jamais je vous dis que Aristote dit que seul le léopard sent bon. Bon, moi je sais pas, j'ai jamais mis le nez comme ça dans un léopard en faisant machin, peut-être que c'est vrai, mais je veux dire, est-ce que je dois le croire parce que c'est Aristote, quoi, tu vois, est-ce que je dois le croire parce que c'est le mec, comme ça, qui a fondé la logique qui base toute notre socioculture. Parce que Aristote, il soutenait quand même aussi la position que la femme, c'était un homme raté qui n'avait pas réussi à se gorger de pneuma dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que si jamais on accouchait d'une petite fille, c'est qu'elle n'avait pas réussi à se gorger de pneuma. Et donc, il faisait pratiquer aux femmes enceintes des fellations rituelles, comme ça, pour essayer de prendre un maximum de pneuma par le liquide séminal, etc., pour réussir à accoucher d'un homme. Ah oui, c'est excellent. Parce que c'est ça qu'il fallait avoir dans la Grèce antique, ça faisait de bons guerriers, de bons soldats, etc. Bon, ça relativise quand même pas mal la pertinence de nos chamans culturels. Néanmoins, le procédé de langage qui consiste à dire un tel a dit que est quand même une façon d'appuyer le discours, de lui donner une légitimité hypnotique, parce que si vous ne le faites pas, les gens vont dire oui, mais bon, toi t'es ta propre source, c'est quand même pas très sérieux, et du coup les pulsions régressives des gens qui écoutent le discours ou qui lisent votre discours, en fait la communication ne va pas se faire parce que l'enfant intérieur apeuré du lecteur ou de l'auditeur va se dire oh non, est-ce qu'il est sérieux, etc., etc. On avait eu comme ça dans les commentaires d'une vidéo précédente un très très bel échange avec un des followers d'Hypnobashi, comme ça, qui disait est-ce que tu peux oui mais tes sources comme ça, est-ce que tu peux préciser tes sources, etc. Et moi je lui disais non mais essaye d'écouter le propos au-delà de d'où il vient. Et il avait fait l'effort de faire le travail que je demande, et à la fin on avait réussi à établir ensemble qu'en fait inconsciemment il se cherchait chez moi, une espèce de papa de substitution. Et moi, je lui disais, non, le but d'Hypnobashi, c'est de sortir de la transe de régression en âge. C'est que tu te crées ton propre papa intérieur et que tu assumes que tu es seul dans un monde que tu ne comprends pas. Oui, il y a de l'incertitude, oui, c'est flippant, et c'est le travail que je vous propose, parce que c'est le réel. Justement. Et là, on sort d'état hypnotique, et visiblement, il a réussi à faire ça, etc. Encore bravo à lui, et vous pouvez le retrouver facilement si vous farfouillez dans les commentaires des 2-3 dernières vidéos, je ne sais plus dans lesquelles c'était. En tout cas, ce procédé est classique. Là, ici, vous avez Jean-Marie qui s'en sert pour renforcer son discours et le rendre beaucoup plus difficile. Monsieur Le Pen, est-ce que vous êtes prêt ce soir, sans faux fuyant, sans détour, à nous affirmer que les races humaines sont égales entre elles, qu'aucune n'est supérieure ou inférieure à l'autre? Oui, on pourrait dire ça, à condition de noter en même temps que toutes les races sont égales, mais il y en a qui sont plus ou moins égales, n'est-ce pas? Il y en a qui sont plus égales que les autres. Donc ça veut dire pour vous qu'il y a quoi, une hiérarchie? Non, ça je laisse cette opinion à certains pères de la République que je ne vais pas manquer de vous citer. Par exemple, Jules Ferry. Le devoir des peuples civilisés est de mettre dans leur rapport avec les peuples barbares la plus grande longanimité, celle d'une race supérieure qui ne conquiert pas pour son plaisir. Et une autre. Nous avons trop l'amour de notre pays pour désavouer l'expansion de sa pensée et de sa civilisation. Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler au progrès réalisé grâce aux efforts de la science et de l'industrie, c'est de Léon Blum. D'un certain point de vue, on pourrait considérer ça comme un procédé hypnotique classique, que connaissent d'ailleurs extrêmement bien tous les universitaires, dans certaines disciplines en tout cas au moins.
citer dans ses travaux, dans sa thèse, dans son mémoire, les bons chamans culturels, c'est déjà montrer qu'on appartient au groupe et qu'on en a introjecté les codes, c'est montrer qu'on est un frère par rapport au correcteur, et ça vous octroie en général directement la moyenne. Et ce, même si sur le fond, ça ne change rien au propos, je veux dire que ce soit ma concierge ou Parménide qui ait dit telle ou telle chose, ça ne change absolument rien. C'est d'un certain point de vue la vanité absolue de la recherche des sources dans une approche de la connaissance qui se limite au mentalo-mental. Bon, je reviens pas ici sur la question de fond qu'aborde Jean-Marie Le Pen là dans cet extrait vidéo, parce que là, mon intervention porte plus sur la forme et sur l'usage dialectique des chamans culturels. Néanmoins, quand même, parce que j'ai déjà quand même abordé ce sujet dans plusieurs vidéos sur la chaîne, en ce moment, vous avez Evelyne Heyer, qui est une biologiste que j'adore et que j'ai déjà largement relayé sur Hypnomachie et cité dans les vidéos, qui ose quand même sortir de sa réserve d'universitaire et tailler dans le vif certains nexus. Je voudrais profiter de cette vidéo pour la remercier et la féliciter d'avoir ce courage intellectuel de simplement de réaffirmer des vérités scientifiques qui sont contraires à toute la doxa et à toute l'idéologie ambiante sur le sujet. La génétique est souvent très politiquement incorrecte. Le discours qu'on entendait beaucoup dans les années 80 qui disait « on ne peut pas parler de racisme parce que les généticiens montrent qu'il n'y a pas ou très peu de différence entre les populations humaines » n'est pas exact. On peut, avec les données génétiques, reformer des groupes différents génétiquement. Donc, vous voyez, le discours de ce que peut apporter la génétique a légèrement évolué. On ne peut plus dire qu'on ne peut pas faire de groupe à partir des données génétiques. C'est justement une des problématiques de la question de l'immigration, de différencier comme ça l'assimilation de l'intégration. Et bien peu d'êtres humains savent réellement fraterniser avec des gens avec qui on n'a absolument aucun mythe en commun. De l'importance de différencier justement la fraternité, qui relève des pulsions régressives, de l'amitié. C'est Michel Goya qui disait, paf, chaman culturel, c'est Michel Goya qui disait « Tandis que la fraternité vise à détruire les murs du moi, l'amitié cherche à les étendre tout en les conservant intacts. » Faire ce distinguo entre fraternité et amitié me semble essentiel. Il a l'air un petit peu secondaire comme ça, mais quand on creuse tout ce que ça implique, je crois que ça vaut vraiment le coup de le faire. Parce que la fraternité, ça implique ipso facto d'avoir un père en commun, déjà. Bon. Ce qui est vraiment pas encore gagné aujourd'hui, quand on aborde cette question. Et au-delà de ça, je veux dire, ça maintient dans l'agrégarité, la fraternité, parce que quel est le but d'un bon papa? Quel est le but d'un bon père? C'est de faire en sorte que son enfant le dépasse et se crée un papa intérieur, c'est-à-dire finisse par devenir indépendant. Or, en encourageant collectivement, par des mythes, par des récits, la fraternité, on englue les gens comme ça dans une forme de grégarité, de transe, de régression en âge, dans lequel on va rester pour toute sa vie dépendant du papa-état. C'est-à-dire qu'on est dans l'archétype de ce qu'on appelle un mauvais papa, une espèce de gourou comme ça qui va dire « tu resteras toute ta vie dépendant de moi ». Vous imaginez comme ça un parent qui dira « non, tu ne quittes jamais le foyer familial, mon petit ». C'est la définition d'un parent profondément malsain. Et qu'est-ce qui fait que les gens continuent de marcher à cette espèce d'énorme comme ça psychodrame hyper malsain? C'est simplement qu'il y a une prise de conscience extrêmement désagréable à faire, qui a été très désagréable pour l'humanité et qu'aujourd'hui en France énormément de gens n'ont pas encore fait. C'est le fait qu'à un moment, Dieu est mort, et Dieu est mort, c'est papa est mort. Il s'agit d'être face au réel, comme ça, et de se rendre compte qu'en fait, il n'y a personne, et que ça va être à l'individu d'assumer sa propre création de sens, plutôt que de se référer à un récit que quelqu'un d'autre à l'extérieur nous a transmis, et que on a gobé comme ça, parce qu'on est simplement vulnérable à l'hypnose. Et c'est terrible, parce que ça demande de voir son père, que ce soit son père réel ou son père symbolique, historique, enfin bref, c'est chamans culturels. Je suis ton père. Ça demande de voir comment nos chamans culturels se sont fuis eux-mêmes dans le vortex sémantique du mythe. Comment ils se sont perdus. Alors ils ont créé des narrations, pas de problème, des narrations qui ont tenu, pas de problème, mais qui ne sont que des putains de narrations. Et ça demande de se réapproprier son pouvoir créateur. À partir du moment où un être humain se réapproprie comme ça son pouvoir créateur de sens, alors il coupe avec les récits qui l'ont amené à grandir, sans forcément les renier d'ailleurs. Moi, si vous regardez bien, je dis pas de problème avec les récits, c'est très très bien. Mais ça permet de s'auto-individualiser et de simplement se réaliser, de sortir de transe. Et paf, on retrouve ici un des distinguos que je vous propose de faire depuis quelque temps, entre le relatif et l'indifférencié, entre le pré-rationnel et le transrationnel. Bon,
En rationnel, il n'y a pas vraiment ni d'amitié, ni de fraternité, il n'y a que des intérêts. Oui, mais tu oublies la tradition. C'est pas la tradition qui rend plus riche et plus puissant, crois-moi, Robert. Une des choses que j'ai vraiment mis du temps à intégrer, c'est qu'il y a une grande différence entre les chamans culturels d'autrefois et les chamans culturels d'aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun dispose de son propre référentiel. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Autrefois, chaque groupe disposait de son chaman, mais d'un groupe à l'autre, les chamans étaient relativement interchangeables. Il n'y avait pas d'énormes différences de fond entre la façon qu'ils avaient d'interagir avec leur tribu. Vous aviez des peuples comme ça qui se désignaient plus ou moins avec des termes qui signifiaient les hommes, ou les élus, ou les fils de la nature. Enfin, en gros, nous, on est les gars bien, quoi. Et puis, les chamans fournissaient des récits collectifs avec plus ou moins de charisme. Le sort de la terre va dépendre de vous. Aujourd'hui, les tribus humaines, comme ça, se dispatchent sur des niveaux de réalité de plus en plus croissants. Il y a un écart type entre deux êtres humains pris au hasard sur le globe qui a tendance à augmenter, hein. Et malheureusement, les niveaux de réalité les plus complexes restent totalement opaques à un grand nombre de l'humanité, à une grande quantité de gens. Et alors que ce soit par manque d'information, par manque de capacité intellectuelle ou cognitive, etc., il y a énormément de facteurs différents, c'est pas la question. Mais comme chaque individu tend à préférer les narrations qui sont conformes justement à ses capacités cognitives, et du coup ça va poser un énorme problème quand il va s'agir de prendre des décisions globales, puisque dans une société comme ça où vous avez des individus qui peuvent penser des choses très complexes et d'autres pas du tout, les échanges vont vite plafonner au plus petit dénominateur commun. Et ça c'est une problématique assez importante quand on parle de sujets complexes qui impliquent des gens qui sont à la fois très différents mais qui ont des intérêts en commun, mais dont certains des acteurs n'ont même pas conscience d'avoir ces intérêts. C'est le grand défi du 21e siècle, et pour ça, ça va demander de proposer des stratégies globales, non sacrificielles. Vous aviez René Girard comme ça qui disait « Sortir du désir mimétique, ça entraîne une profonde désillusion. Les autres sont considérés pour eux-mêmes, et non plus comme des modèles, des obstacles ou des rivaux. » C'est un changement de paradigme complet dans la relation à l'autre. Et vous aviez comme ça Bernard Perret qui disait « Chez beaucoup d'individus, le désenchantement du désir conduit au désespoir ou au stoïcisme. » Petit clin d'œil à certaines personnes qui suivent ma chaîne. Qui n'est qu'un compromis entre l'orgueil et le désespoir. En fait, si on regarde bien, on est en train là de nager en plein mécanisme de défense psychologique pour éviter l'inéluctabilité de certaines prises de conscience qui sont extrêmement inconfortables, notamment, liste non exhaustive, le fait que, comme dirait l'esclave derrière le général romain victorieux comme ça en plein triomphe, souviens-toi que... Tu vas mourir. C'est le fameux memento mori, qui a été ensuite repris par la chrétienté pendant le Moyen-Âge, etc. C'est « souviens-toi que tu vas mourir ». Sauf que ici, en hypnomachie, le memento mori, il s'agit d'une prise de conscience viscérale, physique, pas uniquement d'une idée ou d'un concept purement intellectuel qui resterait dans la sphère du mental au mental. Dans ce cas-là, on fait juste de la philosophie, mais on n'obtient pas la modification du psychisme et de l'être qui est liée à la prise de conscience profonde du memento mori. On a notre nullité fondamentale, ontologique, comme ça. On va avoir le caractère totalement hypnotique de nos systèmes de représentation quotidiens. J'en ai eu un comme ça encore dans les commentaires d'Hypnomachie, enfin un si j'en avais qu'un seul, j'en ai plein malheureusement tous les mois comme ça, qui arrive et qui me demande quelles sont tes sources, mais qui le demande avec, quand on entend le sous-texte, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé mes sources et je vais donner mes sources, mais il y a des moments, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'est-ce qu'il y a émotionnellement derrière la demande. Et là c'était vraiment quelque chose genre, j'ai besoin de savoir est-ce que ton propos est valable. Vous voyez le conflit mimétique entre valable, pas valable. Et à mon avis, malheureusement, en posant cette question depuis cet espace intérieur, il passe totalement à côté de ma proposition, de ce que je dis, de mon travail. Et ça, c'est absolument terrible, parce qu'il rate l'essentiel. D'un autre côté, je comprends aussi que le gars comme ça, random, qui s'est perdu sur YouTube et tombe sur une de mes vidéos, n'est pas forcément préparé à ce que je propose, surtout s'il n'a pas vu toutes les vidéos avant, et qui se dit bien légitimement... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? En fait, on retrouve un certain profil psychologique de façon assez redondante dans ces demandes-là et ces oui mais dans les commentaires dont j'ai déjà parlé, qui sont des gens en fait qui ont externalisé
leur papa à l'extérieur. Ils ont projeté leur papa à l'extérieur et ils ne reconnaissent pas que c'est à eux de prendre soin de leur insécurité. En effet, ils vivent dans un monde qu'ils perçoivent comme dangereux, comme insécurisant, comme angoissant, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. Et à partir de là, ils attendent inconsciemment. Hein. C'est ça qui est le plus terrible, c'est que c'est inconscient. C'est-à-dire que souvent, ils s'en rendent pas compte. Et quand je mets le doigt dessus, du coup, il y a le mécanisme de défense qui revient. Mais là encore, hein, c'est légitime. Mais si on veut faire le travail d'hypnomachie, ça demande d'aller voir. Et donc du coup, ils ont externalisé leur papa comme ça à l'extérieur, et ils attendent du monde extérieur en général, et en l'occurrence de moi, qui arrive sur YouTube, que je leur donne comme ça une espèce de papa extérieur qui va certifier, qui va dire vas-y c'est bon, tu peux faire ta transe de régression en âge tranquille, tu peux redevenir un petit enfant, etc. Il y a un papa à l'extérieur qui te donne des sources certifiées, tamponnées, c'est bon, c'est sûr, tu peux abdiquer ta capacité de penser en gros, hein, parce que en gros ils se sont choisis la science et la méthode scientifique comme chaman culturel. Mais sauf que ça n'est pas se responsabiliser dans sa vie, ça n'est pas se responsabiliser quant à qu'est-ce que je choisis de croire, c'est rester dans un conflit mimétique justement, enfin bon bref, j'ai déjà largement parlé de ça. Mais le plus terrible, c'est que cette attente qu'on nous donne des choses certifiées, tamponnées, sûres et sécurisées, ça n'est pas vivre, c'est vivre en cage. Quand on veut être sûr de son coup, Seigneur Dagonet, on plante des navets. Comprenez-moi bien, la partie la plus élevée, la plus avancée des enseignements d'hypnomachie, c'est-à-dire pas vraiment ce qu'on trouve sur YouTube, mais en tout cas ce que je commence à décrire en filigrane, pour le faire réellement, c'est les yeux dans les yeux évidemment, mais que je transmets, ça consiste à se rendre à la limite entre la folie et l'état d'esprit normal, mais d'aller chercher vraiment à la limite, hein, dans l'espace de respiration comme ça, juste avant la folie. Pour les espaces de respiration, j'ai expliqué dans des vidéos précédentes de quoi il s'agissait. Mais il y a un espace de respiration dans lequel on peut se rendre, dans lequel il se passe quelque chose d'intéressant et dans lequel on ne devient pas fou du tout. C'est Lacan comme ça qui disait, sous couvert d'un désir de savoir, d'une élaboration par le savoir, le névrosé a en fait horreur de savoir. Mais y'a personne, non! Y'a personne! C'est exactement ça qui se joue, hein. Donc la question que je pose à ces personnes qui regardent mes vidéos, c'est qui suis-je ? Fondamentalement, qui suis-je ? Et la réponse est relativement simple. Ce sont des gens qui fuient un soi dans lequel la responsabilité du sentiment de sécurité est à l'intérieur et non pas à l'extérieur, tout simplement. Un soi adulte avec du papa à l'intérieur qui va assumer sa propre subjectivité et qui va assumer d'être dans un monde incertain tout en se faisant le cadeau de s'offrir un sentiment de sécurité. J'ai vraiment mis longtemps à comprendre comme ça comment est-ce que les êtres humains pouvaient fonctionner avec un tel degré, un tel niveau de pensée magique. Je trouvais ça hallucinant après les Lumières au XXIe siècle, à l'époque où tout le monde va à l'école, que l'être humain fonctionne comme ça encore en termes de pensée magique. Et j'ai commencé à vraiment le comprendre dans le ventre, dans le bide, quand j'ai intégré et j'ai digéré la notion d'aversion à la perte en psychologie. Hein. Vous pouvez lire notamment Kahneman sur le sujet, même si c'est pas le seul à avoir travaillé là-dessus. En fait, j'ai commencé à comprendre que face à l'incertitude du monde et face au chaos et à l'angoisse liée au chaos et à l'absence de structure perçue du jeune enfant, hein, ou des primitifs, c'est la même idée, la question c'est comment asservir la nature à ma volonté. Parce que je vois plein de choses angoissantes, si je vois un tigre ou si je vois un lion et que je me dis et que je suis capable de lui donner des ordres et que je dis si le tigre il s'assit, il s'assied, là dans ce moment-là j'ai beaucoup moins peur, ça me permet de calmer ma peur. En fait, l'homme va se raconter qu'il va asservir la nature, qu'il va créer déjà une alliance avec la nature par le rituel. C'est-à-dire que je prends mon fils, mon enfant, et je le sacrifie pour commander les récoltes de l'année prochaine en disant, voilà, si je sacrifie mon fils au dieu des récoltes, les récoltes vont être bonnes. Et donc en faisant ça, la notion de rituel autour et de sacrifice primordial, au sens de Girard, va créer un sentiment d'alliance et donc d'unité quelque part avec la nature, là où avant elle est perçue comme autre et différente. Et ce mécanisme se fait par l'aversion à la perte. C'est-à-dire que si jamais j'ai sacrifié mon enfant et que les récoltes sont mauvaises, alors, mais j'ai sacrifié mon enfant. C'est-à-dire que c'est horrible. C'est-à-dire que j'ai fait ça pour rien. J'ai simplement fait ça parce que je suis complètement flippé, je suis complètement incompétent. C'est tellement dur à encaisser que ça devient un impensé, un nexus, le retour des nexus dans la mythologie fondatrice des civilisations. Et à partir du moment où je réalise ça, ça veut dire en fait que, à ce moment-là, ce que j'ai fait n'aurait eu aucun sens. Et c'est simplement impossible de réaliser que ça n'aurait eu aucun sens. Et parce que c'est impossible d'admettre que ça n'aurait eu aucun sens, donc ça tient.
Et parce que je me raconte que ça tient et que je m'interdis de questionner ça, alors je rentre en état hypnotique. C'est le phénomène qu'Orwell décrivait très très bien. Hein. Il disait, dans la double pensée, il faut comme ça justement se scinder en deux, et ensuite, surtout, il faut refouler et oublier. C'est la base de tout mécanisme hypnotique. C'est cette fragmentation de l'individu suivie d'un refoulement. Et c'est donc évidemment pour ça qu'il y a une large partie des gens dans les commentaires comme ça qui me disent, mais c'est scandaleux ce que tu dis. Bah oui, parce que je ramène ça à la conscience, et c'est d'une violence infinie, c'est d'une violence abyssale. Bien sûr, si on dit ça au mec de base comme ça, qui est pas forcément préparé à entendre ça, et qui n'a pas forcément la volonté d'entendre ça, eh ben, il va littéralement péter un plomb devant cette révélation. Je veux dire révélation au sens littéral. Hein. Je pense que le mot que tu cherches, c'est apocalypse. C'est pour ça qu'il y a peu de chances qu'Hypnomachie devienne vraiment mainstream et vraiment du succès grand public. Hein. La chaîne YouTube peut-être, ça je suis pas Madame Irma, je peux pas le dire. Par contre, la démarche sous-entendue dont je parle en filigrane, il y a très très peu de chances que ça devienne le grand public. C'est aussi pour cette raison que les chamans culturels actuels, modernes, détestent comme ça ce qu'ils appellent eux-mêmes la post-vérité. Parce que la post-vérité entraîne une démarche de déconstruction de ce qui a été posé par les premiers niveaux de réalité, et cette déconstruction fait ressortir comme ça l'angoisse d'anéantissement trop longtemps refoulée, et ça fait remonter comme ça le vide de soi derrière le masque social. Josépha, nous vivons l'agonie d'une civilisation. La fin d'un monde. Soyez pas si pessimiste. Pour vous, c'est peut-être le début d'une seconde jeunesse. Non, non, ma biche. Jamais elles ne verront l'homme qui sommeille en moi. Pour elles, je ne serai que le maréchal des logis-chefs Cruchot, et croyez-moi, ça va dégager dur. C'est le fameux « oh oui, mais alors dans ces cas-là, tout se vaut hein, », du chaman comme ça, qui reste agrippé à son pouvoir, comme Sarkozy face au mobilier de l'Élysée, comme ça. Que le chaman culturel va brandir terrifié, tandis que son cerveau limbique en alerte maximum, comme ça, prend le relativisme pour de l'indifférencier. Toujours cette même confusion, cette fois-ci dans l'autre sens. Et il craint ainsi la mort et l'anéantissement, alors qu'il est simplement en train de découvrir la vie. Et comme dirait Jodorowsky, un oiseau né en cage croit que voler est une maladie. Et c'est pour ça que j'invite autant dans Hypnomachie à essayer d'utiliser le système 2, les lobes frontaux, etc. Hein. Vous avez une étude comme ça qui est parue dans la revue Animal Cognition par une certaine Christy Hoffman sur les rapports entre les chiens dominants et les chiens dominés. En gros, il mettait comme ça deux gamelles, avec une gamelle pleine et une gamelle à moitié vide, avec juste quelques petits morceaux minables de viande dedans. Et il faisait rentrer un dominé. Et le dominé, le chien dominé, allait d'instinct vers la gamelle dans laquelle il n'y avait pas grand-chose. Parce qu'il avait été totalement formaté à n'avoir que les restes. A l'inverse, évidemment, le dominant avait tendance généralement à aller vers la gamelle qui était bien remplie. Jusque-là, il se comporte de façon totalement attendue par rapport à leur rôle. Mais ce qui était intéressant, c'est que si jamais on invitait le chien dominé à attendre, c'est-à-dire qu'on l'amenait à observer la situation et à attendre. Et on attendait. Et on attendait. Et on attendait. Et on attendait. Et au bout d'un moment, le chien comme ça qu'on avait entre guillemets forcé à attendre, mais en fait, il avait pu utiliser certaines zones supérieures, toute proportion gardée évidemment, de son cerveau. C'est-à-dire qu'il avait pu réaliser en fait que le chien dominant n'était pas là, et que donc du coup, il pouvait se servir dans la gamelle pleine. Et ça, c'est exactement la même notion quand je disais que le cerveau traumatisé oublie le contexte. C'est-à-dire que le chien qui s'est tout le temps fait casser la gueule avant de manger, bah, au bout d'un moment, il oublie le contexte, il va directement vers la gamelle qui est toute petite. Alors que s'il prend le temps comme ça de se poser, de faire sa pause corticothalamique, etc., et de digérer, de respirer, de goûter les espaces de respiration, de réactiver le système 2, enfin bref, n'importe comment vous dites ça, et bah au bout d'un moment, il va se permettre le luxe de pouvoir aller là où il y a, au lieu de reproduire les conditionnements avant. Et on est tellement habitué comme ça à dépendre d'un chaman culturel qu'on ne le questionne même plus. Voilà. Donc, tant que vous cherchez un sentiment de sécurité dans l'adhésion, comme ça, au mythe, aux narrations et à la pensée d'un chaman culturel, et ben vous savez quoi, je vais même pas finir ma phrase. Voilà, on va faire ça, je vais péter le pattern, comme ça vous allez pas me reprendre dans ce rôle-là, parce que moi je ne suis pas votre gourou. Je ne suis pas non plus dans le cadre strict d'Hypnomachie, même si vous pouvez éprouver de la sympathie pour moi, ou de l'antipathie d'ailleurs, c'est vous qui voyez. Je ne suis pas non plus dans ce cadre strict, dans d'autres c'est une autre histoire, mais dans ce cadre strict, je ne suis pas votre ami. J'ai jamais eu un ami comme ça de ma vie. Parce que, et je terminerai sur cette jolie citation,
Être le véritable ami de quelqu'un, c'est souscrire aux contre-vérités qui lui sont chères, c'est passer d'une mauvaise foi individuelle à une mauvaise foi collective. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Vous avez le site hypnomachie.com si vous voulez retrouver les conseils de lecture que je donne sur Hypnomachie de temps en temps, ainsi qu'une sélection d'articles. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie. Voilà, pour les tipeurs, c'est vous qui voyez. Il y en a qui typent après une vidéo qui leur a plu au coup par coup, d'autres qui typent moins, mais de façon régulière en mode soutien inconditionnel. Merci à eux de me faire ainsi confiance, voilà. Eh bien écoutez, c'est à peu près tout. Je terminerai en vous proposant simplement cet exercice absolument basique qui consiste donc à identifier chez vous, chez moi, un chaman culturel, disons par exemple René Girard, et ensuite à s'autoriser à penser le monde hors du cadre qu'il définit. Voilà, c'est un exercice dans lequel normalement vous allez forcément trouver des choses extrêmement intéressantes. Voilà. Bon, allez. Vous me pardonnerez, j'espère, mais le devoir m'appelle. Salut Internet.